Pour- Bonjour, bienvenue au podcast Serra. Je m'appelle Jean-Félix, je suis cofondateur de Serra Santé Communautaire. Serra, c'est une entreprise qui vise à rendre les soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on charge entre 65$ et 100$ pour un service d'ostéopathie, par exemple. C'est le client qui décide combien il donne, puis tout l'over qu'il donne au-delà de 65, on le redistribue en soins gratuits à des gens dans le besoin qui nous sont référés par des organismes communautaires. Cette semaine au podcast, j'ai le plaisir de vous présenter une discussion que j'ai eue avec Marie-Ève Lessine. Marie-Ève a vraiment un CV vraiment impressionnant. Elle est accompagnante pour entrepreneurs et professeurs de méditation. Elle a passé les 10 dernières années en recherche sur le stress à l'Université Laval, en plus d'être membre de l'Ordre des conseillères en orientation. Et elle a aussi dernièrement publié son livre qui se nomme L'autre sens des affaires. Bref, beaucoup de chemin parcouru pour cette jeune femme. C'était la première fois que je recevais une invitée que j'avais jamais rencontrée auparavant, et je m'attendais à une discussion intéressante, c'est sûr, mais je pense pas que j'aurais pu espérer le niveau de connexion que Marie-Ève et moi on a pu atteindre ce jour-là. La douceur, l'ouverture, la profondeur de Marie-Ève, c'est ça qui m'a séduit. Et je crois en fait qu'elle le fera aussi pour vous. Alors, bon podcast. Mais juste avant qu'on commence, j'ai une petite faveur à vous demander. Donc, que ce soit votre premier podcast avec nous ou le 9e, je vous encourage à vous abonner au podcast. Donc, peu importe la plateforme, que ce soit YouTube, iTunes, Spotify ou Google, vous cliquez sur m'abonner, suivre, follow, subscribe ou peu importe. Vous serez alors les premiers à savoir le moment exact de la sortie d'un nouvel épisode. Encore une fois, merci à tous. C'est vraiment un honneur de vous avoir comme auditeur. Alors, sans plus tarder, voici le podcast avec Marie-Ève. Marie-Ève Lessine, bonjour. Bonjour, Bienvenue au podcast pour faire changement. merci de me recevoir. Je suis très honorée. Ouais, c'est toi qui nous reçois dans ton bureau à Québec, ton coquet petit bureau à Québec. Exact. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais ça qu'on commence simplement en te décrivant. Tu peux nous parler de qui tu es, c'est quoi ton parcours rapidement. C'est toujours une question qui m'est difficile de répondre parce qu'on a tellement de facettes. Donc, Ouais. c'est toujours en choisir une. Mm. Mais intrinsèquement... Ouais, sur l'aspect peut-être plus formel, disons, Formel, ok. des événements ou des faits. D'accord, donc je serais partie dans l'existentiel, donc tu fais bien de me le dire. Mais donc j'enseigne la méditation, essentiellement aux futurs professeurs de méditation. Et ma spécialité, c'est vraiment de travailler avec la méditation pleine conscience, mais aussi une autre forme de méditation moins connue qui utilise les images, qui sont l'interface avec l'inconscient. Et donc, de manière très formelle, j'aide aussi les entrepreneurs à mieux se connaître pour mieux piloter leur entreprise, mais d'un point de vue plus savoir-être que savoir-faire. Et mon livre Entreprendre en conscience sort l'année prochaine. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, dans mes interventions aussi avec les entrepreneurs, j'utilise beaucoup ces images-là, on appelle des images édétiques, qui sont l'interface donc avec l'inconscient pour les aider à développer d'autres habiletés qui ne sont pas des habiletés de planification stratégique, de finance ou autre, mais des habiletés plus de connaissance de soi, surmonter ses peurs, trouver son positionnement, mais par le contact avec l'être profond. Wow, ok. Fait qu'on va explorer ça un petit peu davantage tout de suite après. Je pense que tu avais un background d'orientation, si je ne me trompe pas. Hein? En fait, j'ai une maîtrise en counseling orientation et je fais partie de l'ordre des conseillers d'orientation. Okay. Je ne fais pas d'orientation en tant que telle, mais tout le processus d'orientation, de connaissance de soi et de trouver sa bonne trajectoire, je l'ai mis à profit pour les entrepreneurs, pour qu'ils puissent créer l'entreprise qui corresponde à leur propre être profond et qui ne soit pas la copie de qu'est-ce qu'on voit partout et qui fonctionne. Ok, c'est cool ça. C'est un peu... Moi, quand je parle des orienteurs, je pense que l'image ultime, c'est un peu le chapeau là, dans Harry Potter. Là, c'est comme... Le chapeau, il a vraiment l'air de connaître l'étudiant, puis il est comme, toi, c'est là que tu t'en vas.
Mais tu sais, je trouve que cet aspect-là de ressenti qu'on voit dans cette image-là, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, ce dont tu parles, tu sais. C'est ça, et le chapeau est intérieur dans le cas de chacun, parce Ouais. que c'est vraiment... on reste le spécialiste de soi-même. Mm. Donc, Fait que tu donnes le pouvoir un peu à la personne. Tu t'appliques pas un modèle, puis tu lui imposes pas ton modèle. C'est ça que tu En veux dire? fait, je suis le Sherpa. Donc le Sherpa, c'est s'il s'égare, je le remets sur le droit chemin, mais c'est lui qui fait le chemin. Le Sherpa, tu dis? On appelle ça un Sherpa, oui, dans la formation psychothérapie que j'ai eue. Ok. C'est-à-dire que je suis là pour la personne, je la guide, je peux tenir la lumière pour lui éclairer le chemin, mais je ne marche pas pour elle. Tu sais, je ne la porte pas sur mon dos, je ne lui donne pas de conseils, mais si elle s'égare, c'est sûr que je l'aide à revenir. Mais l'idée, c'est qu'on gravisse la montagne ensemble, mais que le processus est aussi important que la finalité. Donc, le fait que elle ait fait ce processus pour se reconnecter à soi et se connaître, c'est aussi important que la finalité qui est la connaissance de soi, parce qu'après elle va pouvoir réutiliser, finalement, reprendre finalement ce petit chemin vers son cœur, vers son ressenti, pour prendre d'autres décisions, pour affiner sa connaissance d'elle-même. C'est vraiment un peu similaire à l'approche holistique, dans le fond. Là. Tu sais, en ostéopathie, on est un peu dans la même philosophie de mettre le patient au centre de sa guérison, tu sais, qu'on est là pour l'accompagner, pas pour lui donner une pilule, puis qu'au final, le patient fait rien. Fait que c'est un peu le même genre de... C'est de laisser ce qui est à l'intérieur de la personne émerger de lui-même, dans le fond. Tu sais. Exactement, avec la petite saveur de rendre autonome, rendre responsable, oui. Nous, dans notre cas, c'est l'aspect santé qu'on veut laisser émerger, mais Exactement. Dans votre cas, c'est plus l'aspect connaissance de soi, genre ou... Psychologique, ouais, ouais, quelque chose de plus intérieur. Moi, je parle beaucoup du monde intérieur. C'est un monde qui est aussi vrai, aussi vivant que le monde extérieur, mais qui est comme atrophié dans un monde où on est d'abord, où on donne la primauté à qu'est-ce qu'on voit et pas à qu'est-ce qu'on ressent. OK. Donc là, tu travailles avec les entrepreneurs. C'est-tu la principale chose qui te décrit ou en ce moment? Ou... Oui, mais en fait, je travaille avec... je me suis vraiment repositionnée beaucoup sur les entrepreneurs parce que sinon, je m'éparpillais trop. Donc avant, j'avais peut-être plus une variété de clientèle. Et ce qui m'occupe beaucoup, c'est aussi de donner des formations de méditation. Parce que dans l'idée de rendre autonome, je trouve que la méditation, notamment la méditation pleine conscience, on n'a rien trouvé de mieux pour vraiment créer cette reconnexion à soi. Le gros de mon travail, c'est vraiment de former les futurs professeurs de méditation. Parce qu'il y a plein de milieux dans lesquels, si ce n'est pas la personne du milieu qui est formée, la méditation ne se rendra pas. Donc, je pense par exemple à des milieux agricoles. Donc, j'ai formé une agricultrice qui a formé ses ouvriers agricoles à la méditation pour des questions de santé, sécurité, d'être moins sur le pilote automatique et ainsi éviter les accidents, éviter les décès. Et elle a la crédibilité auprès de ses ouvriers, elle les a formés, ils ont pris ça comme une marque de reconnaissance par rapport au soutien qu'on leur donne, au fait qu'on reconnaisse l'importance de leur santé. Et là, il n'y a pas eu d'accident cette année, par exemple, dans sa ferme, ni de décès, alors qu'autour, il y en a eu. Ah ouais, cool. Donc, c'est vraiment ma vision, c'est d'amener la méditation là où elle ne serait pas allée si c'était resté dans les centres de yoga ou quelque chose d'élitiste. Je pense qu'on peut tout de suite plonger dans ce sujet-là qui est la méditation, qui semble être vraiment... disons, le noyau de qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ce monde-là. Oui. J'aimerais ça que tu nous décrives un peu c'est quoi, puis qu'est-ce que ça te fait vivre, tu sais. Oui. Comme là, on a fait un petit 5 minutes chacun de notre côté avant de commencer. On s'est recentré, oui. Tu sais, juste dans cet petit exemplaire-là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, puis comment tu vis ça, tu sais, si on part dans le basic en partant. Oui, en fait, la méditation, c'est tout simple. C'est un entraînement de l'esprit, tout comme le sport, c'est un entraînement pour le corps. Et il y a plein de types de méditation. Et la plus populaire actuellement, c'est la méditation pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est l'idée de venir reconquérir l'instant présent. Donc, un espace dans lequel il n'y a pas de problème au final. Ou s'il y en a, ils ne sont pas à la mesure de qu'est-ce qu'on peut créer quand on rajoute une portion de souffrance avec notre mental qui anticipe, qui regrette, qui compare, etc. Et donc, ça peut paraître simple, mais à la fois, c'est révolutionnaire parce que c'est l'antidote un petit peu
à nos mots modernes. Nos mots modernes étant la course à la performance, la course aussi, c'est pas une course, mais à l'éparpillement. On a de plus en plus de rôles, on est de plus en plus exigeant vers soi-même, les autres sont de plus en plus exigeants à travers les différents rôles qu'on a, le rôle de conjoint, de parent, de travailleur, d'amis, etc. Donc on se met beaucoup de pression, on essaye de rentrer dans des standards, et ça c'est juste un aspect que je peux développer, mais là-dedans finalement on peut se perdre. Et la pleine conscience, j'appelle ça la porte d'embarquement vers son monde intérieur, dans le sens où ça nous ramène à la simplicité de l'instant présent, mais quand on se rend compte, ce qu'on a un peu labellisé comme simplicité, c'est finalement l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est le contact à soi, à qui on est vraiment, aux émotions qui nous donnent un peu la saveur de comment on aborde les choses, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qui on est. Donc, c'est très, très puissant. Ouais. Donc, si on rentre dans le petit exemple, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu vis ça, intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essaies de laisser aller, ou c'est quoi les images que tu as? Ben, c'est sûr que dans la pleine conscience, c'est tout simplement apprendre à revenir une fois qu'on est parti. Et à force, finalement, parce qu'on pense toujours que pour méditer, il faut arrêter de penser, faire le vide, etc. Mais c'est faux. Méditer, c'est juste avoir un rapport différent à ses pensées. Donc, quand on a des pensées, on les accepte puis on revient à son ancrage, qui peut être le souffle ou autre. Mais ce qu'on ressent, c'est d'abord une reconnexion à soi. Et c'est comme si finalement notre conscience, si on voit la conscience, admettons, comme un projecteur, notre projecteur, souvent, il éclaire notre cerveau, notre rationnel, etc. Quand on fait un exercice comme on a fait le 5 minutes de tantôt, il permet d'élargir notre projecteur de conscience pour aussi prendre en compte d'autres aspects plus subtils comme notre ressenti, nos émotions. Et donc, le 5 minutes de tantôt, moi, il m'a juste permis finalement de reprendre contact avec une autre partie plus intuitive de moi-même qui va faire que je ne vais pas répondre à tes questions en réfléchissant tant que ça, mais je vais répondre à tes questions en étant connectée à une partie de moi qui est plus intuitive. C'est super, ça. Donc, c'est ça que ça m'a permis, ce petit 5 minutes. Et en même temps, tout ce qui était de l'ordre de l'éparpillement, des pensées que peux avoir pour mon après-midi, etc. Ça s'est comme envolé parce que j'ai lâché prise sur ces pensées-là. Wow, ok. Ben, je pense que c'est un peu la même chose qui s'est passé pour moi, même si moi, je pense que je médite. C'est sûr que je médite moins que toi. je médite, je pense, d'une autre façon, soit en traitant ou en faisant du sport ou en dansant, parce que j'aime beaucoup la musique électronique. Mais tu sais, juste de m'asseoir, je me suis rendu compte que là, tu sais, OK, je suis venu en voiture, j'ai fait 30 minutes de voiture à haute vitesse, je suis arrivé ici, c'est la première fois qu'on se rencontre. Exact. Il faut que j'installe mes trucs. Puis là, juste de prendre un 5 minutes, j'étais comme, OK, ma respiration est rapide, puis est un peu saccadée. Puis juste un petit 5 minutes, ça me fait du bien pour redescendre plus, comme tu dis, un peu vers moi-même, tu sais, parce que je pense que quand on est dans cette excitation-là, le mental, il va à la même vitesse que nous, tu sais, il roule plus vite. Puis de s'asseoir, de se déposer, ben là, on peut être vraiment plus qui on est. Puis je pense sortir un peu de notre tête, justement, pour laisser... Ouais, je pense que... Moi, j'ai souvent une image pour parler du flow, là, tu sais. Oui. C'est un peu une image comme un genre de convoyeur, tu sais, dans les entreprises. Tu sais. Oui. Mais si t'es trop dans ta tête, c'est comme si le convoyeur, tu sais, il y avait une résistance, tu sais, il pouvait pas flower naturellement. Exact, oui. Fait que de retrouver un peu, de se déposer, ça nous permet de juste respecter ce flow-là naturel, puis de pas trop réfléchir à, bon, ben, faudrait que je dise ça, ou faudrait que... Exact, qui ramène une dureté ou une forme de... Oui, tout à fait. C'est ça, fait que toi, c'est quelque chose que tu pratiques à tous les jours. Oui, puis moi, tu sais, j'ai pas beaucoup de mérite parce que, bon, je suis introvertie. Tu sais, quand on regarde les tests de personnalité, l'introverti, c'est... Tu sais, je suis sociable, tu l'as vu, tu sais, je pense pas que je t'ai accueilli avec timidité, mais je suis introvertie, donc je vis dans mon monde intérieur et j'ai besoin d'aller me retrouver dans qui je suis, donc très contemplative. Donc, c'est vrai que pour moi, la pleine conscience, c'est comme un état qui me rejoint, même si je l'ai perdu pendant longtemps.
Parce que j'ai fait beaucoup d'études universitaires qui m'ont amené à réfléchir. J'étais payée pour réfléchir. On aimait ça que je réfléchisse. Mais après, quand j'ai vraiment reconquéri qui je suis dans mon essence, c'est comme si ça avait toujours été là. Et quelque part, ça l'a été. Puis là, reconquérir qui t'étais, c'était pas juste avec la méditation, j'imagine, c'est avec plein d'outils différents. Oui, c'est sûr. La méditation, je vois ça comme un accélérateur, mais j'ai fait beaucoup de psychothérapie, par exemple. C'est sûr qu'avec des études, avant j'étais en management, donc en santé psychologique au travail, donc il y a quand même une grosse portion psychologique d'introspection. Mes études après en counseling orientation, beaucoup d'introspection. Et puis j'ai une formation aussi que j'adore, qui est justement sur les images qu'on appelle édétiques. Eidos en grec, ça veut dire l'essence, donc les images essentielles qui parlent de soi profondément. Et donc c'est ça que j'utilise un peu pour me transformer, puis me redécouvrir. Fait que c'est quoi exactement ces images-là? En fait, c'est des images qui parlent de soi de manière très intime. Donc, quand on est un peu justement dans un état de pleine conscience, un peu comme quand tu fais du sport ou autre, tu es dans un état où tu es en contact avec le présent, tu peux comme venir recontacter des images, si tu prends le temps de laisser venir des images, qui peuvent être le reflet de qu'est-ce qui donne le sens et le ressenti que tu as par rapport à une situation. Donc, par exemple, j'avais dans mon entourage une personne que je n'arrive pas à cerner. Je l'adore, mais mon intuition me dit un petit quelque chose. Puis hier, tu sais, je me suis plongée, puis je suis allée voir une image et j'ai vu une image qui m'a donné un autre éclairage pour pouvoir comprendre cette personne-là. Donc, c'est comme s'il y a l'intellect, mais il y a une autre partie qui est plus l'intuition, et ça vient mettre comme en image l'intuition. Alors, ça prend quand même du doigté pour faire ça. Moi, j'ai une formation là-dessus, mais il y a, par exemple, sur Passeport Santé, il y a une méditation qui s'appelle la méditation sur l'intuition, et qui est guidée, qui permet de vraiment venir chercher certaines images pour venir avoir cet éclairage-là. Donc, ces images-là, c'est un peu comme le symbole, par exemple, de qu'est-ce qu'une personne peut représenter. Est-ce que c'est exactement, ça? Exactement. Puis, ça peut être en positif comme en négatif. Donc, ça peut être, par exemple, l'image d'un... Tu sais, quand tu parles de nature, l'image d'un endroit de nature où tu te sens connecté, joyeux, vivant. Pour certaines personnes, ça va être une belle chute d'eau l'été. Pour d'autres, ça va être une piste de ski l'hiver. Donc, c'est pour ça que ça parle vraiment intimement de la personne. Et on peut s'amuser à se connaître à travers ça. Puis est-ce que tu penses que l'image, elle a une fondation profonde dans quelque chose qui est probablement réel, tu sais, ou est-ce que c'est vraiment trouver une image qui sort de notre imaginaire puis qui nous aide? C'est perspicace ta question, parce que justement, c'est pas réfléchir à l'image. C'est pour ça qu'il faut être en pleine conscience, c'est laisser venir à soi une image. Et parfois, on peut être étonné de qu'est-ce qui monte. J'ai une méditation que je donne souvent, tu sais, par exemple, quand je passe à la radio ou quand j'ai un groupe qui médite pas, c'est une méditation sur l'amour. Et donc là, les gens se disent « Oh, je sais à qui je vais penser quand on parle d'amour ». Mais quand tu permet à la personne d'être vraiment en pleine conscience, puisqu'elle-même se laisse aller là-dedans, parfois elle peut être étonnée par qui va venir. Et donc... Ou quoi, tu sais. Pardon? L'amour, c'est pas nécessairement une relation. Tu sais, oui, et en fait, là, c'est dirigé pour que ce soit une personne ou un animal. Donc, parfois, c'est un animal qui pop. Parfois, c'est un des enfants qui pop, alors que la mère de famille, par exemple, en a 3, puis elle se trouve vraiment coupable de ne pas avoir eu les 2 autres. Et donc, c'est comme si, finalement, il y avait un autre processus qui n'est pas réfléchi, mais qui remonte à la conscience quand on laisse cet espace. Et c'est différent d'imaginer. Parce que créer par l'imagination, ça, on sait faire. Mais faire un espace pour laisser remonter quelque chose de notre espace non conscient, ça prend vraiment une détente et un entraînement pour ceux qui ne sont pas habitués. Ouais. Moi, ça me fait penser un peu à des moments où, tu sais, des fois, je fais du microdosing de psilocybine. C'est l'ingrédient actif du champignon magique, là. Fait que ça me permet de rentrer dans un état méditatif induit un peu. Puis ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est la même chose que faire de la méditation. C'est juste que je pense que les connexions neuronales, ils changent un petit peu. Mais en tout cas, un moment donné, je pensais à un ami, tu sais. Puis l'image que j'avais, c'était un enfant de 9 ans, tu sais. Mais ça veut pas dire que c'est une personne immature, cette personne-là. Ça veut juste dire que lui,
son personnage, de qui il est, tu sais, moi, je le perçois comme quelqu'un d'enjoué, de simple, de pur, tu sais. Exact. Mais cette image-là était tellement forte que je suis plus capable de le voir autrement, tu sais. Même si c'est une personne super intelligente qui est capable de rentrer dans... tu sais, c'est un entrepreneur, puis tu sais, il y a une vision pour ça. Oui, Hein, très mature au demeurant. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça veut pas dire que c'est un enfant immature, tu sais. Exactement. Fait que l'image, je la trouvais puissante, puis je me demandais si c'était de ça que tu parlais. C'est exactement ça. Puis qu'est-ce qui me fait me dire que c'est ça? C'est que, bon, déjà, tu es dans un état méditatif, et quand tu as vu l'image, tu as donné un sens qui est le tien, pas un sens qui est commun. Donc, c'est comme, il y a toujours l'idée que les images parlent intimement de soi. Ouais. Et donc, là, quand tu as donné ta signification très personnelle à ce qu'était pour toi un enfant de 9 ans, en lien un peu avec comment tu perçois la personne, ça me montre que tu es vraiment tombé sur une image édétique. Ouais, ben, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que ça, tu sais, quand je tombe là-dessus, puis ça m'arrive en traitement aussi, tu sais, quand je traite des gens, ça m'arrive de tomber sur une image, puis, tu sais, pas souvent, là, mais, tu sais, ça m'est arrivé une fois d'avoir... une image d'une balançoire, puis même de ressentir cette balançoire-là. Ouais. Puis là, la personne, tu sais, elle avait mal à la tête, j'ai demandé si elle avait eu des accidents, elle a dit non. Puis là, j'étais comme, hey, je peux pas lui demander ça. Fait que là, je disais, hey, t'es-tu déjà tombé d'une balançoire, tu sais? Puis là, tu sais, j'étais comme, tu sais, voir que je viens de poser cette question-là. Puis là, elle dit, ouais, quand j'avais 8 ans, genre, je suis tombé, tu sais, j'allais sauter par en avant, puis je suis tombé par en arrière sur la tête. Je me suis... elle dit, je suis tombé dans les vapes pendant genre 1 minute, et puis là, j'étais comme, OK, fait que t'as jamais eu d'accident, mais tu sais, en tout cas, c'est comme si ça s'entremêle entre, tu sais, tu peux avoir l'image dans la forme plus mentale, puis plus tu rentres dans le ressenti, plus que l'image, elle peut être puissante puis véritable. Genre. Exactement. Puis ça, finalement, c'est comme si vos deux champs intérieurs se sont mélangés. Donc, toi, tu as eu accès à quelque chose, d'une information perspicace, je pense, pour ton traitement. Et en fait, quand on parle d'image, on a l'impression qu'on regarde l'image, mais on vit l'image. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne voient pas l'image, mais qui vont ressentir, par exemple, justement, le mouvement de la balançoire ou l'odeur en forêt. Ouais, j'avais une prof, c'était les sons, elle entendait la musique, elle. Ouais, et qui pouvait lui parler, exactement. Donc, on voit comment on a chacun notre façon de parler à l'inconscient, et les images qui nous montrent, parfois, c'est de l'information aussi sur l'autre quand on est dans une posture de thérapeute, comme toi, tu peux l'être, ou comme moi, je suis aussi. Exact. C'est puissant, hein? Ouais, vraiment, vraiment. Fait que là, si on revient un peu à toi, puis à qu'est-ce que tu fais, tu m'as dit que tu écrivais un livre sur entreprendre en conscience. Oui, il est écrit. Il est écrit, là, c'est fini. OK, c'est super. fini. Félicitations. Merci. J'ai hâte de lire ça. Oui, t'es dedans en plus. Ah, wow! Un petit passage. On vous donne, c'est ça, on vous donne en exemple. Nice. Puis, dans le fond, j'aimerais ça que tu me parles un peu de c'est quoi ta vision à toi d'entreprendre en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vraiment quelque chose que je réfléchis depuis longtemps, parce que moi, je suis un pur produit des facultés d'administration, du monde des affaires. Tu sais, j'ai un bac en finance, une maîtrise en management, mais la vie m'a amenée à travailler en santé psychologique au travail dans le monde des affaires. Donc c'est comme si vraiment j'ai vu des choses qui m'ont amenée à réfléchir sur comment était fondé finalement le monde de l'organisation, le monde des affaires, le monde de l'entrepreneuriat, et de voir que finalement un des gros dénominateurs communs au fait que on mette de l'avant trop l'idée de faire de la rentabilité, ça crée une perte de sens chez les travailleurs, même parfois chez les entrepreneurs. Et donc l'idée, c'est de réfléchir les choses de manière pas forcément simpliste, mais de manière à ce que l'être humain crée du sens dans ce qu'il fait. Bon, moi, je m'adresse aux entrepreneurs, puis spécifiquement aux petits entrepreneurs, c'est-à-dire aux entrepreneurs qui n'ont pas des multinationales, mais qui ont une petite équipe ou qui sont tout seuls. Ouais. Et comment, finalement, ils peuvent recréer du sens pour s'exprimer pleinement. Ça, c'est le premier mouvement. S'exprimer pleinement dans qui ils sont, dans leur entreprise, et offrir quelque chose à la communauté. Donc, avoir toujours ces deux pendants. Offrir quelque chose de noble, mais en même temps permettre à l'autre d'avoir le meilleur de soi. Et c'est ça que j'appelle l'autre sens des affaires. Et quand on est dans ce mouvement-là, on a forcément aussi le sens des affaires. Parce que quand tu apportes à l'autre qu'est-ce que est le plus évident pour toi, le plus magique, le plus simple, ben forcément c'est simple. Et donc du coup, les autres te reconnaissent là-dedans, puis tu prospères là-dedans.
si c'est quelque chose que tu veux, si c'est... Mais donc, du coup, c'est comme montrer que l'équation, elle se prend à l'envers. Elle se met pas, on cherche à gagner de l'argent pour après vivre. C'est, tu exprimes qui tu es, puis après, ça te revient. Ouais, tu sais, là, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ça, tu sais, qui expriment qui ils sont grâce à leur art, puis les meilleurs qui réussissent à le faire, ben, l'argent vient après, tu sais. Exactement. Contrairement aux entrepreneurs, certains entrepreneurs, que c'est l'argent le moteur. Le moteur, puis ensuite, le reste vient ou vient pas, tu sais. Oui, puis ce qui risque de venir, c'est l'épuisement. Ouais. C'est souvent l'épuisement parce que... Puis est-ce que tu penses qu'entreprendre en conscience, c'est surtout sur cet aspect-là d'épuisement c'est quoi les motifs, tu sais, de parler de ça? Genre? En fait, il y a un garde-fou contre l'épuisement, puis la détresse psychologique quand on entreprend en conscience. Mais c'est d'autres... Tu sais, pour moi, cet élan-là, il doit venir dans l'idée de s'exprimer. Pour moi, en fait, l'être humain, par nature, c'est un créateur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que certains ne sont pas créatifs, d'autres plus, mais créer, c'est finalement exprimer qui tu es, exprimer ta singularité. Et quand on cherche à avoir du sens, parce que c'est toujours dans la quête de sens que pour moi, je réfléchis à entreprendre en conscience, quand tu es dans ta quête de sens, c'est là où tu tires le plus de satisfaction. Donc c'est vraiment au niveau de plus s'exprimer, et en t'exprimant, tu crées du sens. Et je pense aussi, mon intime conviction, c'est que chacun au fond de nous, on a des convictions, justement. Ouais. On a un message à apporter au monde, et au-delà du produit qu'on vend ou du service qu'on donne, il y a ce message qui peut transparaître. Et donc, c'est toujours à deux niveaux. C'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu offres, mais aussi qui tu es quand tu l'offres et quelles convictions que toi-même, tu as peut-être appris à la dure, tu veux apporter au monde. Ouais, c'est super intéressant. Puis je pense qu'il y a plusieurs trucs à décortiquer dans les dernières phrases que tu as dites. Oui. Notamment, tu sais, on parle d'entreprendre en conscience, tu sais, puis je pense qu'il faut définir un peu c'est quoi la conscience pour pouvoir en parler, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, je pense que, moi, en tout cas, quand on parle d'entreprendre en conscience, tu sais, c'est un terme que j'ai utilisé là, pour décrire qu'est-ce qu'on fait avec notre entreprise, parce que je trouvais que l'entreprise sociale, mettons, c'était pas assez deep, c'était pas assez puissant pour décrire qu'est-ce qu'on fait. Puis après, j'ai commencé à intuitivement parler d'entrepreneuriat conscient. Oui. Et c'est tout à fait le cas pour votre entreprise, c'est sûr. Mais en même temps, je trouve que ça met une certaine pression. Tu sais, c'est pas nécessairement à connotation négative, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si entreprendre en conscience, ça veut dire, tu sais, ça nous donne l'image d'une personne qui est zen, tu sais, puis à l'écoute des défis qui viennent, puis qu'elle trouve un sens justement à tous ces défis-là. Alors que, tu sais, même si on est dans ce chemin de croissance personnelle-là, tu sais, moi puis Mickaël, ben, nos émotions, ils remontent, là, chaque jour, puis c'est impossible pour personne d'atteindre cette espèce d'entreprise illuminée, ou autant que ça l'est au niveau individuel, tu sais. Fait que je pense que, tu vas être d'accord avec moi, genre, c'est que justement, je pense que c'est plus une invitation, tu sais, à ouvrir cette porte-là de la conscience, plus que genre, OK, tu marches, dès que t'es rentré, t'es là, tu sais, c'est comme... Mais en fait, déjà, la conscience, ça ne peut pas être une finalité. C'est toujours un processus. Donc, tu sais, quand tu me parles de l'idée que l'entreprise consciente, c'est celle qui est illuminée, qui est presque parfaite, qui est absous de toute dérive émotionnelle et tout ça, c'est pas possible, parce que c'est comme une image préformée justement par l'ego qui te met en échec en te disant « mais ça met de la pression, ça me ressemble pas, moi j'en suis pas là, etc. » Alors qu'entreprendre en conscience, la conscience, c'est plutôt avoir conscience de qui tu es dans le moment et accepter qui tu es pour pouvoir faire les pas pour changer ce que tu as envie de changer, conserver ce que tu veux pas. Et c'est pas l'idée d'être parfait, mais c'est l'idée d'être qui tu es. C'est l'idée de t'assumer dans qui tu es. Ça peut être dans... tu sais, moi, si je regarde par rapport à moi, c'est de m'assumer dans ma créativité, de m'assumer dans mon côté artiste, même si je fais partie d'un ordre professionnel, même si j'ai 2 maîtrises très intellectuelles. C'est vraiment m'exprimer dans qui je suis. Et je ne suis pas l'archétype de l'artiste, mais je me retrouve là-dedans. Et c'est en fait, finalement, te donnant la possibilité de te dire...
de t'asseoir et d'être pleinement satisfait de qui tu es, tout en étant en recherche de devenir gommer, par exemple, ce qui te fait peur, ce qui t'est difficile, qui fait que c'est de la conscience. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qu'on parlait tantôt avec mon idée de convoyeur aussi, là, tu sais, c'est comme... Je pense que la conscience, pour moi, c'est de revenir à... C'est d'être à l'intérieur de soi, dans un endroit qui est libre de barrières, Exact. puis D'étiquette, puis aussi de mécanismes de défense. de croyance, ouais. De tout ça, c'est que une fois que tu réussis à cerner un petit peu tes mécanismes, puis à les... Tu sais, c'est impossible de les enlever complètement, mais au moins que ce qui a à être créé, par exemple, ben ça peut l'être dans un certain espace qui est tu sais, un genre d'espace safe space, là, tu sais, Exactement, genre, oui, un espace, exactement, puis qui est forcément imparfait, mais qui est parfait en même temps dans la mesure où c'est toujours un chemin dans lequel tu vas être. Donc, tu sais, si on se dit, ben, je m'exprime, je montre l'exemple, parce que vous montez l'exemple aussi avec... dans votre clinique, votre façon de penser un peu comment redonner au suivant, tout ce sens que vous créez là-dedans. Je ne sais pas si vous voudrez en parler tantôt, mais... Ouais, ben ouais, clairement. Ouais, mais tout ça, ça crée du sens. Donc, il y en a qui peuvent dire « Oh, c'est pas parfait ou autre », mais oui, c'est parfait parce que déjà, ça peut... C'est parfait en soi, puis ça peut inspirer d'autres personnes de faire pareil parce que vous changez les règles du jeu. Donc, vous n'êtes pas dans... Le mainstream de se dire ben, ça marche comme ça, il y a un tarif pour tout le monde. Puis... Mais c'est vraiment l'idée de penser que une façon différente, qui vous ressemble, ça apporte du bien-être au monde et ça en inspire d'autres de peut-être faire pareil, mais à leur niveau et avec leurs propres exigences de travail. Fait que nous, on est dans ce que tu appelles l'autre sens des affaires. C'est sûr, si je vous ai choisi pour mon livre, j'ai quand même eu des critères assez serrés, mais est-ce que les gens savent de quoi je parle quand... Parce que je sais, si tu veux en parler peut-être de votre philosophie de tarification. Ouais, c'est ça. Ben, nous, dans le fond, c'est notre podcast, avec les gens, ils connaissent un peu qu'est-ce qu'on fait, mais clairement que, tu sais, on a une philosophie qui est super sociale, puis qui est bienveillante, tu sais, puis qui veut que tout le monde ait accès à des services pour que le niveau de conscience augmente. Mais déjà, en même ça temps, parle de lui-même quand tu parles d'entreprise consciente qui va augmenter le niveau de conscience. Ouais. C'est ça. Mais en même temps, je pense qu'à l'intérieur, tu sais, on s'est rendu compte que c'était aussi important qu'on travaille sur qu'est-ce qu'on fait, puis sur notre site web, sur notre marketing, qu'on travaille sur comment on travaille ensemble, tu sais, parce que moi et Mickaël, on est des amis super proches depuis longtemps, on a étudié l'ostéo ensemble, puis on veut que chaque personne qui rentre avec nous rentre dans le même processus de connaissance de soi, puis qu'on soit capable de communiquer. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde là, qui a cette introspection, mais au moins que, tu sais, s'il arrive de quoi, on peut en parler. Tu sais, moi et Mickaël, on en parle souvent, mais on a été consulter un coach quand ça allait pas bien. Puis grâce à ça, on a pu dépasser cette limite-là plutôt que la laisser en dessous du tapis. Puis on s'aime plus qu'on s'aimait avant. Exact, oui. Puis il y en a d'autres, là, il y a d'autres moments comme ça qui vont arriver entre moi et lui, mais si on continue de grandir l'équipe, il y a d'autres moments comme ça qui vont arriver avec les autres membres de l'équipe. Puis je pense que les gens qu'on choisit, on les laisse un peu venir puis se coller à nous, un peu à cause de ça, tu sais. Puis je pense que les autres qui n'étaient pas prêts à rentrer là-dedans, ben ils viennent puis ils repartent, tu sais, fait que... Non, exactement. Puis dans ce que tu dis, c'est ça aussi la conscience, c'est de voir que quand il y a une épreuve, on la surmonte en conscience. Donc il y a l'humilité, il y a la remise en question, il y a aller de l'avant, trouver des ressources. C'est exactement ça. Puis l'autre chose, je pense, qui m'inspire un peu par rapport à ça, puis tu sais, c'est drôle parce que c'est ton sujet, puis c'est moi qui en parle, mais moi, ce qui m'a inspiré à partir de ce sujet-là, c'est le fondateur de l'ostéopathie. Lui, il a vécu dans les années 1800. Puis, tu sais, il a trouvé l'ostéopathie. Il disséquait des corps, des corps pour découvrir l'anatomie, comment c'était fait. OK. Puis il a développé l'ostéopathie. Puis quand c'est venu le temps de traiter des gens, mais il a traité plein de monde gratuitement parce que, justement,
il voulait faire découvrir qu'est-ce qu'il était en train de découvrir. Puis même quand il a parti son école, il y a des étudiants qui venaient et disaient « Hey, j'ai pas d'argent pour payer ton cours, mais je veux faire ça. » Puis quand ils voyaient ça chez les autres, ben il disait « OK, ben tu me payeras quand tu pourras. » Exact, oui. Fait que moi, j'étais comme « OK, mais tu sais, on applique là, son modèle à 100%. On essaie d'aller dans cette direction-là. Mais on a oublié là, que ça, c'était important pour cette personne-là aussi, puis que cette générosité-là, le don aussi, il fallait que ça continue à vivre. Puis c'est un peu ça qui me... Tu sais, moi, j'étais un peu un idole. Je trouvais c'était un peu une idole pour moi, cette personne-là. Tu sais, même si je ne l'ai jamais connue, jamais rencontrée. Oui, j'imagine. Mais j'étais comme... Tu sais, cet aspect-là, je vais le prendre, puis j'ai envie de me battre pour, tu sais. Exact, oui. Parce que c'était important pour toi, tu sais. Fait que... Mais... Tu sais, c'était de l'entrepreneuriat qu'il faisait, même si c'était il y a 200 ans. C'était pas aussi capitaliste. Ouais. Mais ça reste que son truc, il survit aujourd'hui. On est des milliers d'ostéopathes à cause de cette personne-là d'il y a 200 ans. Ouais. Puis tu sais, probablement que les premières années, ça a été des années de vache maigre pas mal, là, tu sais. Je veux dire... Ou pas, on sait pas. Ouais, on sait pas. On sait pas, mais tu sais, en tout cas, ça... Ah, je sais pas. Ouais, t'as raison, on ne sait pas dans le fond, mais en tout cas, je trouve ça intéressant qu'il il était dans ce projet-là à 100%, pas pour l'argent, puis que on s'en fout de comment il a vécu, mais ça traverse les années puis les époques, genre. Exactement, il s'est donné vraiment corps et âme pour sa couleur, comme, tu sais, il a comme mis une couleur, puis là, pendant 200 ans, son truc, il vit, là, tu sais. Exactement. Ouais, non, c'est... Mais c'est un peu ça, c'est quand on parle de s'exprimer pleinement, c'est ça, c'est que on nous a donné toujours l'accent de la rentabilité, qui est nécessaire, c'est sûr, mais la rentabilité à tout prix, ou la performance à tout prix, ou le mot que j'aime le moins, c'est l'optimisation à tout prix, ça crée une dureté qui fait qu'on revient dans des considérations comptables, au lieu de se permettre d'aller dans des choses qui sont plus de l'ordre de la recherche et développement, de laisser erreur, etc. Ben, pas forcément l'erreur, mais je te donne un exemple. J'ai une associée dans des projets qui est art-thérapeute, puis on veut mélanger méditation et d'éthique créative avec l'art-thérapie. Mais c'est sûr qu'on veut... On rapproche deux mondes qui ne se connaissaient pas vraiment encore. Donc, on va faire des tests, on va se donner la permission, puis avec des tarifs préférentiels pour ceux qui nous suivent là-dedans. Mais au moins, peut-être qu'on va créer quelque chose qui sera un mouvement plus tard. Ouais. Et c'est ça qui est stimulant, parce que tu te dis, waouh, on s'exprime pleinement. Ouais. Mais c'est cool que tu parles, on dirait que quand tu as parlé de dureté, là aussi, c'est comme... Ça veut dire que, tu sais, on crée des entreprises qui sont pas résilientes. Ouais. Parce qu'ils sont figés dans ce truc-là qui est un truc réfléchi, mental, puis qu'il n'y a pas de flexibilité. Exactement. Dans ça. Fait qu'à long terme, c'est peut-être un peu moins vivant, tu sais. Vivant, exactement. Puis c'est un peu la métaphore du roseau et du chêne. Ouais, j'ai entendu parler dans le podcast avec Joanie, justement, c'est vrai? Qui nous l'a raconté. Qui vous l'a raconté? Ah, c'est bon, ça fait des beaux liens. Et donc, du coup, le roseau, c'est celui qui se faufile, qui arrive, alors que le chêne, même si, bon, il peut longtemps être fort, mais il se peut aussi qu'il soit déraciné. Surtout si ses racines ne sont pas profondes. Puis ça peut être un autre monde qu'on pourrait décortiquer, mais ça ferait beaucoup de thèmes. Exact. Puis là, parlant de thèmes, tantôt, quand j'ai dit qu'on pouvait en diviser, tu m'as parlé aussi de messages. Fait que toi, tu avais un message que tu voulais porter dans ce monde, puis que tu trouvais que c'était important pour que les gens ils trouvent leur message, dans un sens? Ah, c'est sûr qu'on a chacun un message. En fait, j'appelle ça des convictions. Et ces convictions, c'est un peu l'ADN de ton entreprise. Donc, moi, dans mes convictions, c'est que tout ce qu'on recherche désespérément à l'extérieur, on l'a déjà en nous. Et donc, mon travail, c'est de remontrer ce petit chemin vers soi par la méditation, puis tous les outils que j'ai à côté, pour retrouver de manière autonome ce chemin en soi et être plus serein, plus résilient, plus confiant. Bref, ce qu'on s'achète facilement à l'extérieur, on peut le retrouver à l'intérieur. C'est un beau message, en tout cas. C'est mon message, mais vraiment, c'est intrinsèque à mon âme, ce message-là. Et lui, je l'ai découvert avec le temps, avec ce que j'ai vécu. Et on a chacun un message à apporter. Puis il y en a d'autres, hein, on n'a pas juste un message. Et donc, la réflexion que je voudrais que chaque entrepreneur fasse, c'est qu'est-ce qu'il a apporté au monde, au-delà du produit, du service
C'est quoi qui fait passer comme message? Ouais. Et ça, faut pas penser que ça ne se sent pas. Les gens le sentent. Ben ouais. Les entreprises ont une âme aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui contribue à l'âme? C'est vraiment tout ce qui se voit pas, les valeurs que l'on met dans l'entreprise qui vont nous faire prendre certaines décisions, la cohérence, les messages justement, les choix qu'on va faire. Et tout ça, ça crée l'âme qui va faire que la personne le sent. Puis ça a déjà arrivé à tout le monde de rentrer par exemple dans un commerce, puis de pas sentir qu'il y a une âme ou de se sentir mal parce que dans l'énergie il y avait quelque chose. C'est que les valeurs de ce commerce-là ne nous correspondent pas. Alors que dans d'autres, on va se sentir chez soi, puis on va sentir qu'on a envie de consommer justement parce qu'on va sentir qu'on contribue à quelque chose qui est bon, qui va faire du bien au monde. Ouais, c'est pas parce que c'est un truc, une entreprise, c'est une chose qui a été créée par l'homme que ça n'a pas une espèce d'aura puis d'énergie ambiante, tu sais. Ça m'est arrivé une fois tu sais, je réfléchissais justement à notre projet, puis je pensais aussi en parallèle avec le système de santé public, tu sais. Puis le système de santé public, je voyais un truc rouge comme dégoulinant, genre, tu sais, qui déborde de partout, qui fait ce qu'il peut, mais qui est tellement submergé de demandes qu'au final, c'est pas un truc qui est il super, fait comme il peut avec ce qu'il a. super beau, tu sais. C'est beau, mais c'est plus difficile à trouver beau, tu sais. Ouais, exactement. Puis je pensais à l'image de qu'est-ce que je voulais qu'on projette comme ou genre l'âme de notre entreprise, comme tu dis. Puis c'est drôle parce que c'était la couleur verte qui est venue, tu sais. Puis je pense que symboliquement, ça veut dire la santé, mais en plus. Mais je voyais un truc bienveillant, puis moi, c'est un des trucs qui est le plus important pour moi, c'est que dans tout ce qu'on fait, autant le podcast, le marketing, c'est que je veux que les gens ils se sentent bien, tu sais, quand ils voient les trucs, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux qu'il y ait une espèce d'affaire de pureté, de douceur, de calme, tu sais. Et de beauté aussi, en lien avec... c'est ça. Ouais. Fait que ça serait plus comme l'espèce d'âme, comme tu dis, mais en même temps que je le crée, il se crée lui-même, je pense aussi, tu sais. C'est comme... Puis là, on recoupe avec l'espèce de créativité du début, tu sais, que tu dis... En image, je pense que ça, ce projet-là, je l'ai channelé, tu sais, j'y ai pensé longtemps, mais ça m'est comme tombé dans les bras. Fait que, tu sais... tu l'as créé aussi. C'est ça, c'est les deux, je pense, puis c'est ça qui fait que, tu sais, je le crée, mais en même temps, c'est un truc qui existe de lui-même, tu sais. Fait que moi, je suis comme le porteur de ce message-là, tu sais. Puis c'est beau comment tu vois en image aussi, on sent vraiment toute la légèreté d'un bord, la lourdeur de l'autre, les couleurs, la transparence et tout ça. Ouais, tu vois vraiment en image. Ouais, je pense que comme ostéopathe, j'ai pas le choix parce que c'est tellement abstrait comme métier que je suis toujours obligé de trouver des images pour expliquer qu'est-ce que je fais. Mais elles viennent naturellement, c'est sûr. Ouais, ou j'y ai réfléchi longtemps, là, tu sais, j'ai le temps, là. Pour la balançoire, c'était plus une image ressentie. Celle-là, c'était ressenti, par exemple. Mais en même temps, quand tu m'en parles, j'ai l'impression que tu la vois à l'image de ton entreprise. Puis, Et moi, je crois beaucoup à ça. Tu sais, notre entreprise, c'est des extensions de nous-mêmes. Donc, on peut donner des impulsions, mais avec les impulsions qu'on donne, il y a des choses qui nous amènent beaucoup plus loin. Et donc, peut-être, parfois, des actions qu'on a posées qui n'ont pas porté fruit dans l'instant, finalement, elles nous rejoignent 2-3 ans après pour faire prospérer ça. Donc, on donne les actions, mais après, il y a comme un répondant qui se crée dans la vie qui fait qu'on n'est pas tout seul, finalement, à la créer, même si on est juste un ou deux. Il y a un truc que j'avais envie qu'on discute ensemble. Je pense que c'est un débat interne que j'ai constamment puis qui est revenu un peu dans les autres podcasts avant aussi. Puis c'est surtout c'est de parler de performance puis de perfectionnisme, tu sais. Ouais. Tu sais, comment tu vois ça? Mettons le fait que quelqu'un médite puis se reconnecte à lui-même, puis qu'il se rende compte que, tu sais, dans le fond, il est performant, tu sais, puis c'est un petit bulldozer qui se rend compte que peut-être qu'il fait pas pour les bonnes raisons, ou, tu sais, est-ce que tu penses pas que les gens reviennent à eux-mêmes, ça fasse que à long terme, il y a de moins en moins de performance dans le monde, ce qui fait qu'il y ait moins de gens qui veulent devenir entrepreneurs, parce que je pense que ça prend un peu je comprends ta question. Ça prend cette lignée de personnes qui est dans l'action, tu sais, pour dire on change les choses, tu sais. Et je devrais prendre des notes parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta question. En fait,
il y a comme une mécompréhension de c'est quoi la performance. Et on pense que la performance, c'est quelque chose qui nous amène à être efficace, qui donne des résultats ou quand on fait bien les choses, ça va fonctionner. Ça, c'est vraiment les personnes qui sont performantes, c'est des structures de personnalité. Donc ça veut dire que c'est intrinsèque à eux, elles sont comme ça. Ouais. Et c'est difficile de les changer. Mais comme toute structure de personnalité, il y a des avantages et des inconvénients. Les désavantages de la personne performante, il y en a deux. Le premier, c'est une difficulté à lâcher prise. La deuxième, c'est une difficulté à avoir des loisirs, tu sais, faire des choses, mais sans pour juste le fun ou autre, sans qu'il y ait un résultat concret, objectif et tout ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la contrepartie, c'est la typologie d'Aulnay qui nous explique ça. Et donc, là-dedans, ce qu'on voit, c'est que oui, la performance peut amener certains avantages, mais à long terme, ça peut amener de l'épuisement. Donc, c'est pas quelque chose de hyper performant sur la durée. Et finalement, on perd un peu la saveur de la vie, le côté se laisser aller, ne rien faire, la paresse et tout ça. Il n'y a pas ça. Et donc, c'est peut-être se dire que quand on commence à méditer, si on médite avec vraiment l'esprit de se dire qu'on va, on le fait pas pour être encore plus performant, mais qu'on le fait pour trouver d'autres façons d'être, ça va venir agrandir finalement notre spectre de choix d'action. Et peut-être là où on était juste dans la performance, on peut se doter d'autres façons d'être qui sont plus de l'ordre du choix de lâcher prise à certains moments, choix que les choses ne soient pas parfaites. Mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que la conception de la perfection, c'est une conception toujours étriquée par rapport à qu'est-ce qu'on pense. Il y a des choses qu'on peut lancer, créer et qui ont une forme de perception, de perfection qui n'était pas celle qu'on avait pensée, mais qui se crée. Tu sais, comme par exemple, j'avais déjà vu une écurie où ils n'amenaient pas les gens à être performants dans leur façon de monter à cheval, mais ils créaient des milieux où des personnes qui n'auraient pas forcément naturellement des liens sociaux pourraient se rajouter. Donc là où finalement, quand on était dans un esprit de performance, il y a plein de gens qui voudraient monter à cheval, ils étaient laissés pour compte. Là, dans l'idée de la non-performance, on vient comme ramener d'autres éléments qui font que c'est une réussite quand même. Et donc, l'esprit du performant, c'est toujours l'esprit de celui qui pense qu'il a la clé, mais la clé, c'est toujours une clé parmi d'autres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est sûr que moi, ça me ramène un peu au premier épisode qu'on a fait avec NAC, là. C'est deux gars qui font les bars au grillon, là. Oui. Puis, en même temps, d'être des sportifs de haut niveau, tu sais, ils font des marathons en moins de 3 heures, tu sais, des Ironman, tu sais, ils sont vraiment dans cet aspect performance-là, mais ça se transpose évidemment à comment ils sont entrepreneurs. Puis, tu sais, on se demande... est-ce que c'est dans l'image du début qu'on parlait? Est-ce que c'est des petits bulldozers dans leur intérieur? Ou est-ce que comme c'est un peu plus mental, puis sans porter un jugement, c'est quelque chose qui devrait d'être approfondi puis vérifié sur leur personnalité? Fait que je trouve que c'est quand même intéressant de se questionner, oui. Puis en même temps, je suis pas en train de les juger parce que moi aussi, je suis constamment en train de me questionner par rapport à mon intensité, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, puis pourquoi je le fais aussi. Oui. Fait que... Mais tu sais, je travaille beaucoup avec des gens d'affaires parce que j'ai une formation en finance, donc ça rassure beaucoup de gens. Et il y en a qui me disent, mais tu sais, moi je suis un homme d'affaires, un vrai de vrai, puis dans mon monde, je peux pas me permettre d'être mou, d'être lymphatique. Et si je médite, est-ce que je vais devenir mou? Et là j'ai dit, oui. La lionne, quand elle chasse, est-ce qu'elle est en pleine conscience? Est-ce qu'elle est molle et lymphatique? Ou est-ce qu'elle est au contraire sharp, aiguisée, avec une focus de qu'est-ce qu'elle fait, puis elle saute au bon moment pour avoir sa proie? C'est plus ça. Elle justement, par la pleine conscience, elle sait faire la part des choses et elle va droit au but, beaucoup plus que si elle était en se disant quelle stratégie je vais prendre. La dernière fois, les antilopes étaient dans ce côté-là, mais là, il y a telle chasse. Et elles ne réfléchissent pas, elles sont plus dans un espace où elles vont être focus, puis agir. Donc, tu sais, il ne faut pas faire l'amalgame entre se dire que si on médite ou si on est trop dans la conscience, on va tous être comme des fumeurs de potes qui ne vont plus rien faire. Ouais. Au contraire, on va avoir une vue plus dégagée des contingences de la société, des contingences de notre milieu, et on va aller droit au but plus facilement. Contingence, tu veux dire
les normes sociales, les genre? normes sociales, la façon dont on doit faire les affaires, les normes même dans certains milieux, tu sais, je pense au milieu des avocats ou autres, tu sais, c'est toujours la même façon de faire. C'est comme s'il y avait une culture identitaire dans certains secteurs, alors qu'on pourrait en inventer d'autres, des cultures. Ouais, puis ça revient un peu, je pense, à c'est un peu la façon dont on parlait de la créativité tantôt, là. C'est ce qui nous limite dans... de faire le chemin... c'est ce qui nous limite d'être nous-mêmes, puis d'aller vers notre chemin de notre cœur. Tu sais, toi, tu parles de message, mais je pense que, tu sais, j'avais un ostéo qui me parlait du chemin du cœur. Oui. Pour moi, c'est un peu ça, tu sais, c'est comme... Tu sais, incarner pourquoi t'es là, puis... Tu sais, puis... Si tu le fais bien, ben tout va bien aller, tu sais, dans la majorité des cas. Où les choses vont aller comme elles doivent aller et ce sera bien parfait. Ouais, c'est parce ça. Que l'idée, c'est aussi de grandir. Ouais. Ben ouais. Dans ton chemin entrepreneurial, ouais. Mm-hmm. Ben ouais, c'est ça, tu sais, parce que... Tu sais, qu'est-ce qui... c'est quoi le succès, genre, pour toi, tu sais, qu'est-ce que ça change? Tu sais, mettons que quelqu'un entreprend dans ça, dans cette réalité-là de l'entrepreneuriat conscient. Tu sais, au final, qu'est-ce que ça change? Parce que c'est une grande question, là, tu sais, puis c'est très, très deep comme question, mais tu sais, les choses vont continuer de rouler, tu sais, la Terre va continuer de tourner. Qu'est-ce que ça change qu'on soit plus dans ça versus qu'on soit plus dans un mode inconscient, tu sais? Oui, mais c'est la question de l'inspiration. C'est que tu en inspires d'autres. En étant comme tu es, dans la conscience. Et c'est en fait la somme de tous ces petits atomes qui sont différents du mainstream, qui un jour vont créer un effet de bascule peut-être. Ouais. Parce que ce qu'on veut finalement, c'est tirer la couverte vers un monde plus juste, plus doux, plus conscient, tu sais. Oui, et en fait, tirer la couverte, j'aime pas parce que c'est l'idée de prendre aux autres. Mais il y a une phrase de Dumbo que j'adore qui est « Plutôt que de critiquer les règles du jeu, on peut créer nos propres règles, mais dans... » Vraiment, tu sais, tout en restant dans la légalité ou autre, mais créer nos propres règles du jeu. Et si chacun crée ses propres règles du jeu dans la conscience, ben, un jour, ça va faire plein de petites bulles de conscience qui font que sur notre tableau, finalement, du monde des affaires, ben, il y aura toutes ces petites bulles de conscience qui vont venir égayer, finalement, un portrait qui était beaucoup plus axé sur d'autres critères. Je pense que c'est ma réflexion interne qui est comme peut-être pas assez mature pour poser une question qui reflète un peu ce que j'ai à l'intérieur, mais c'est que j'ai l'impression que c'est comme si, tu sais, surtout ces temps-ci, tu sais, la conscience est en train d'émerger, on le sent, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions, qui réfléchissent à l'environnement, à comment on interagit, que ce soit en collectivité ou de manière homme-femme, tu sais, dans ces relations-là. Puis, tu sais, moi, quand je pense à ça, je repense à, tu sais, tout le chemin qu'on a fait comme société, comme, tu sais, on recule il y a 2000 ans, on a passé par tellement de cycles, disons des cycles plus barbares, tu sais, au Moyen-Âge, puis d'autres cycles plus civilisé, si on recule encore plus loin. Tu sais, c'est comme si on dirait que ça vient, ça part, tu sais, ça se transforme tout le temps. Puis, tu sais, c'est quoi les avantages, tu penses, d'avoir une société plus consciente? Oui. Tout ça pour dire, dans le fond, une question super simple. Non, mais oui, je comprends ta question. Puis en fait, moi, je réalise ça beaucoup au fait qu'il y ait de la souffrance. Et de la souffrance créée par l'inconscience. Parce que la souffrance, il y en aura toujours. Tu perds un être cher, tu as une souffrance. Mais là, il y a des animaux qui meurent, il y a la planète qui agonise, il y a des peuples qui subissent les contre-coups de la pollution, par exemple. Alors que c'est même pas eux qui ont pollué. Et donc du coup c'est le fait que à cause de l'inconscience il y a de la souffrance qui est créée en plus de la souffrance naturelle. Et donc rien qu'à ce titre là, puis moi je suis très proche des animaux
Et encore, bon, il y en a qui pensent au karma, qui m'expliquent que c'est des questions de karma ou autre. Bon, je veux bien l'entendre, mais admettons les animaux, l'ours polaire qui a même plus d'iceberg pour se reposer, puis qui perd toute son énergie à nager pour essayer de trouver un petit endroit où il peut se reposer. Ben, lui, il n'a pas pollué, puis c'est vraiment une victime. Ouais, il n'y a pas un mauvais karma. C'est ça, admettons, parce que je discutais avec Ouais. quelqu'un qui me parlait de karma. Ah, ben c'est parce qu'il a fait des mauvaises choses dans son ancienne vie. Mais peu importe, c'est pas parce qu'il peut aussi se C'est intense, racheter, là. puis avoir aussi une belle vie et faire des prises de conscience. Donc Mhm. moi, c'est vraiment la portion, la souffrance Mm. supplémentaire qu'on crée à cause de Mm. ça. Ah ouais, je suis content qu'on aille dans cette direction-là. On dirait que ça me ramène plus à c'est quoi Ouais, c'est quoi l'importance de ça, tu sais. Puis parce que je pense que la souffrance, c'est un sujet super intéressant. J'ai l'impression que la souffrance est partout, tu sais. Elle est à de plus grandes et de plus faibles mesures, mais c'est comme si elle est comme nécessaire dans un sens, tu sais. elle est là. Est-ce Mm. qu'elle est nécessaire? Parfois oui, parfois non. Mhm. Et c'est toujours notre rapport à la souffrance qui importe. Tu dois en avoir des clients qui doivent beaucoup souffrir puis qui se plaignent pas, puis d'autres qui doivent Mhm. un peu souffrir, mais qui font tellement une histoire autour de leurs problèmes Mm. qu'ils se rajoutent une dose de souffrance là où il y en a moins. Donc, c'est Mhm. jamais très linéaire ou Ouais, clairement. Ben, c'est sûr que notre rapport à la souffrance il est très, très personnel et subjectif. Ouais. subjectif. Mais c'est sûr que, tu sais, quand j'ai dit la souffrance est nécessaire, c'est que ça dépend de ton point de vue sur c'est quoi la vie, tu sais. C'est comme pourquoi on est là, tu sais. Toi, tu parles Ouais. de... On est là, tu sais, t'as dit on est là pour laisser sortir notre message. Admettons, oui, Ouais, une partie. c'est une partie, Ouais. tu sais. Mais, tu sais, si on parle de qu'est-ce qui crée la vie ou tu sais, pourquoi on existe, tu sais, là, on est encore plus deep, mais tu sais, il y a je pense que le courant mainstream du New Age, là, de la croyance populaire, c'est on est sur Terre pour apprendre, pour s'améliorer, pour que éventuellement on retourne à la source de l'univers. Tu sais, Ouais. t'as sûrement entendu ça Oui, oui, tout quand à même fait. assez Oui, souvent, oui, là. oui. Mhm. Croître comme âme. Ouais, c'est C'était le ça. message. Mm. Oui. Mais s'il n'y a pas de souffrance, tu sais, pourquoi s'améliorer dans le fond, tu sais? Mais en même temps, en fait, il y a des niveaux toujours, ça marche toujours par niveau. Je vais juste donner un parallèle avec quelque chose que je connais bien, c'est les émotions. Mhm. Tu sais, une émotion elle va te donner une information sur toi. Mhm. Puis, si tu l'écoutes pas, parce que tu t'anesthésies, tu vas écouter trop Netflix et autres, elle Ouais. va renchérir son message, elle va renchérir jusqu'à ce qui était au départ une petite colère passagère, Ouais. ça devient une haine profonde et ça c'est douloureux. Mais si on avait écouté la petite colère, si on avait été en pleine conscience de la petite colère pour aller grappiller ce message-là qu'elle Mhm. avait à nous dire, qui est par exemple ce travail ne te correspond pas, on n'aurait pas à vivre la haine qu'on vit dans son travail, par rapport à son travail ou autre. Mhm. Tu sais, tu parlais d'Harry Potter, mais la lettre qu'il a eue pour arriver à Poudlard est tombée chez son oncle, puis son oncle, il a jeté cette lettre-là. Ouais. Puis là, après, c'est pas une lettre qui est partie, c'est genre 1 million de lettres, tu sais, qui ont volé jusqu'à Harry Potter parce que le message, il Ouais. voulait y aller. Puis c'est un peu ça, la souffrance, c'est que Mm. quand tu captes pas la souffrance quand elle est à un niveau subtil, ben après, tu as comme une intensification. C'est pas une loi qui est immuable, ce que je dis là. Parfois, la Ouais. souffrance arrive, puis c'est tout de suite une grosse shot de souffrance. Mhm. Mais il y a comme des choses où on peut observer la vie, puis s'économiser de la souffrance en ayant un autre, en catchant des leçons plus rapidement par rapport à notre Mhm. environnement, puis notre ressenti. Donc pour toi, t'aimes mieux garder de voir la souffrance comme un truc, pas de premier niveau, mais tu sais, tu rentres pas dans ces questions-là de plus grandes. Oh, si, mais en fait, je pense que c'est pas des questions qui se réfléchissent, c'est des questions que tu abordes une fois que tu as vécu l'épreuve. Ouais. C'est que en fait, tu peux pas créer de loi. Peut-être que si on reprend cette conversation quand on aura 90 ans, Quand on sera mort. ouais, c'est ça, ben, on aura un autre éclairage parce qu'on aura eu d'autres façons de voir les choses. Ouais. Mais je pense qu'il y a une partie de notre souffrance qu'on s'inflige parce qu'on résiste aux choses. Mhm. On a peur. Tu sais, Mhm. moi, c'est sûr que je suis beaucoup dans le monde du travail avec des gens qui veulent se réorienter, bon, même si c'est plus l'objet de mon travail au quotidien. Mais souvent, ils vont avoir peur de perdre leur REER, de Mhm. perdre les avantages, les vacances et tout ça s'ils vont dans une autre entreprise qui les rendrait plus heureux. Mais donc, du coup, ça crée plus de souffrance parce que tu engranges finalement au quotidien de la pression que tu n'aurais pas si tu étais ailleurs. Mhm. Mhm. Ouais, clairement. En tout cas, c'est un sujet qui mérite réflexion, c'est Mais clair. tellement. Puis c'est à Mm. chacun de voir aussi
ses choix. L'important, c'est de faire des choix éclairés. Et c'est pour ça que la conscience est intéressante, parce que tu peux choisir en conscience de rester là où tu es pour certaines raisons, mais au moins tu l'as choisi. C'est encore une fois l'idée de s'assumer. Ouais, c'est ça. Puis de croire, j'imagine, qu'on est à la bonne place au bon moment pour... quoi qu'il arrive. Pour traverser puis apprendre ce qu'on a à apprendre. Tu sais, exactement. Si on rentre... Mais si ça arrive souvent, la même leçon, là, on se dit, je vais essayer de l'apprendre à un niveau un petit plus profond pour éviter de retomber dans de mes patterns. Ouais. Est-ce que tu avais envie de nous parler de ton livre un petit peu qui va sortir? Oui, il va sortir, je pense, le 2 février 2020. OK. Je pense. Ben, c'est bon. Le podcast, ça fera sûrement pas si longtemps qu'il va être sorti. Ah, c'est bon. Mon livre, c'est un livre déjà qui est une super belle synchronicité. Tu sais, je voulais écrire au départ pour moi, pour me mettre mes idées en place, pour le plaisir. Puis je rencontre une amie au café à qui je parle de ça. Puis elle me dit « Oh, tu devrais en parler aux éditions Septembre, ça va les intéresser. » Je dis « Moi, je veux pas un éditeur parce que je veux pas que ce soit un livre scientifique. Tu sais, je veux pas faire une revue de littérature pour après. » Ouais. Je veux plus parler de ma perception. Elle me dit non, mais ça va marcher. J'écris à la directrice qui me donne un rendez-vous 2 jours après. Puis en 2 heures, elle me dit OK, on l'accepte. Puis je suis tombée dans le superbe processus d'écrire un livre avec justement 2 entrepreneurs conscientes, en tout cas intrapreneurs conscientes, Lucie et Annick. Donc c'était magnifique. Et là-dedans, c'est sûr que j'ai mis beaucoup mes couleurs. Et dans mon monde, l'accent que je mets beaucoup, c'est la bienveillance. Donc, le mot bienveillance, il ressort beaucoup. Le mot méditation ressort beaucoup. Mais pas une méditation dans le sens où il faut méditer, mais juste voir qu'il y a d'autres façons de faire des affaires et que tu peux régler, par exemple, un problème avec un client plus en te basant sur tes valeurs, en te basant sur la bienveillance et en te basant sur le ressenti que toi, tu as par rapport à la situation, plutôt que de qu'est-ce qu'on devrait faire selon les bonnes pratiques d'affaires, business, mais plus toi, le ressenti que tu as. Et à partir de là, peut-être conduire différemment ton entreprise. Donc, je sais que c'est un peu résumé rapidement, mais c'est ça. Mais le mot bienveillance est important pour moi. Super. Puis ça s'adresse à tout le monde qui travaille, dans le fond? Ou... non, j'ai vraiment écrit pour les petits entrepreneurs, donc les solopreneurs, les travailleurs autonomes, ceux qui ont des petites entreprises ou des entreprises individuelles. Il y a des encarts qui sont pensés pour les intrapreneurs, parce que c'est sûr que de plus en plus, il y a des gens qui veulent s'exprimer même s'ils sont dans une structure d'entreprise, et il y a des façons de le faire. Et s'il n'y a pas de façon de faire encore, on peut forcer l'entreprise minimalement ouverte à réviser sa position pour que les gens deviennent des intrapreneurs. Donc, c'était vraiment les deux types de personnes auxquelles j'ai pensé. Et moi, mon but là-dedans, c'est peut-être d'amener un autre éclairage ou d'avoir un compagnon sur lequel poser sa main pour se rassurer quand on sent qu'on prend des décisions qui sont dissidentes par rapport au mainstream, mais se dire que comme on est à l'avant-garde, comme toi tu l'es, et que peut-être qu'on ne voit pas encore tous les résultats de tous ces gens avant-gardistes à droite à gauche qui créent en conscience, mais un jour... Si on garde foi, il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Ah, merci Maria, c'était vraiment une super discussion, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ah, j'ai adoré, merci à toi de tout ce que tu entreprends pour la conscience. Puis comment on fait pour, dans le fond, pas te rejoindre, mais sur ton Facebook, Let It Be. Oui, c'est ça, mon entreprise, c'est Let It Be Méditation, donc comme la chanson des Beatles, parce que les Beatles, ils ont écrit beaucoup de leurs chansons en méditant, donc c'est la méditation transcendantale, et c'est ça, c'est letitbeméditation.com, puis... OK, super. Mon site est toujours en chantier, mais en chantier dans le sens où il n'est jamais très très à jour, mais un jour il va l'être et en janvier il le sera. Ok, super. En tout cas, je vais taguer tous tes trucs en dessous. C'est gentil. Merci beaucoup, Maria. Merci vraiment. Je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que j'en aurais pris pour une autre heure comme celle-là. Si vous avez apprécié le podcast, laissez-nous un commentaire à propos de la discussion, soit sur YouTube ou directement dans notre groupe Facebook Podcast Serra pour faire changement. Et si vous voulez en connaître davantage sur Marie-Ève, allez sur son site web letitbemeditation.com ou sur la page Facebook du même nom. Je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, puis en espérant que ça fasse bouger les choses à l'intérieur de vous. Donc, à bientôt.